quoi servent les zoos en 2014? En 2 siècles et demi d'existence, ils ont beaucoup évolué. Les cages étroites et les fosses des zoos d'autrefois font place aujourd'hui à de vastes espaces clos où les animaux peuvent s'ébattre plus librement. Le zoo de Vincennes vient d'ailleurs de faire peau neuve, dans le respect déclaré de la biodiversité. Et les parlementaires français ont adopté un amendement qui reconnaît les animaux comme des êtres vivants, doués de sensibilité. Et pourtant, la gestion de ces milliers d'animaux en captivité est de plus en plus critiquée. Pour le fondateur de l'association Code Animal, Frank Scharfstetter, tous les zoos doivent disparaître à terme pour mettre fin à cette exploitation mercantile des animaux. Qui est spécialisé dans tout ce qui est faune sauvage captive. En revanche, pour Jörg Junold, directeur du zoo de Leipzig depuis 17 ans, les zoos jouent un rôle fondamental. Sans eux, des dizaines d'espèces animales auraient déjà disparu de la planète. In der heutigen Gesellschaft, wir leben in der westlichen Welt, dans la société occidentale actuelle, nous avons créé un système culturel qui nous a beaucoup éloignés de la nature et des éléments constitutifs du monde de la nature. Ma courte expérience de directeur de zoo m'a permis de constater que la jeune génération n'a plus beaucoup de connaissances sur la nature. Et donc je trouve que le zoo a également un rôle sociétal. Il permet de comprendre la nature d'une part et notre relation avec elle d'autre part. Le zoo a une fonction de sensibilisation et d'éveil. Il nous incite à la réflexion et à la compréhension. Et de ce point de vue-là, il a un rôle assez important. Aujourd'hui, on voit la majorité des enfants qui ne connaissent pas du tout, de toute façon, les animaux locaux. Vous demandez de citer les oiseaux en Alsace ou alors en Allemagne ou en France, la majorité des enfants, des petits mammifères, ils ne les connaissent pas. Donc, sous prétexte, on est toujours en recherche quand même d'une sorte d'exotisme. C'est l'animal, mais en tant qu'animal exotique, parce qu'on est toujours dans cette recherche de sensationnel, alors qu'il y a des milliers d'espèces qui nous entourent que les gens ne connaissent pas. Ein Zoo ist heute de nos jours, un zoo est une agence qui représente les intérêts des animaux sauvages et de leur environnement naturel. Et nos animaux sont les ambassadeurs des espèces souvent menacées. Les zoos permettent de sauvegarder des espèces précieuses. Notre mission consiste à offrir un environnement adapté à ces animaux et respectueux de leur bien-être. C'est notre responsabilité. Cette détention des animaux sous le prétexte de la sauvegarde est une imposture, voire une position fallacieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, il y a très très peu d'animaux qui sont conservés par la sauvegarde et la conservation des espèces. Au XVIIIe siècle, avec les grands naturalistes tels que Buffon ou le Suédois Linné, l'intérêt scientifique pour les animaux grandit. On veut les observer et les étudier. Au XIXe siècle, les ménageries privées disparaissent peu à peu au profit d'institutions publiques. Les zoos sont nés et se multiplient. À cette époque, la plupart d'entre eux abritent des cafés et des restaurants qui offrent des spectacles aux visiteurs. Avec le zoo de Francfort, émerge dès 1950 l'idée de la conservation de la nature. Et en 1973, la Convention de Washington réglemente ou interdit le prélèvement de certaines espèces de leur milieu naturel. Malgré des efforts colossaux, la gestion de ces milliers d'animaux en captivité est de plus en plus critiquée. Utilisation trop fréquente de l'euthanasie pour réguler les populations. Stress des pensionnaires avéré. L'animal ne serait-il pas, au fond, réduit à un produit de consommation survivant dans un milieu artificiel pour générer des profits importants ? Récréation, éducation, recherche, conservation sont les 4 objectifs que se sont fixés les zoos du XXIe siècle. Espérons qu'ils sont fondés. Il y a à peu près un peu plus de 6000 espèces qui sont inscrites sur la liste rouge en tant qu'espèces menacées. Et de cette liste rouge, il n'y a que 2-3% qui sont représentés effectivement dans les zoos. Et principalement, notamment, ce sont des grands mammifères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principaux animaux en danger, ce sont soit des invertébrés, soit des batraciens, des reptiles. Et pourtant, ce sont ceux qui sont minoritaires dans les zoos.
Tout simplement parce que le public est en attente de mammifères, de gros animaux, des éléphants, des gorilles, des girafes. Donc on offre au public pour des questions commerciales l'animal qu'il veut voir, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité du terrain où effectivement il y a certaines espèces qui sont vraiment en danger, en danger d'extinction. Aujourd'hui, les zoos transforment l'animal en tant que produit de consommation. On rentre dans un zoo, on va payer, si vous voulez voir par exemple les pandas à Beauval, une famille entière, il y en a pour plus de 100 €. Vous allez à Beauval, vous voyez pas les pandas, vous allez râler, attendez, je voulais consommer du panda, j'ai payé 100 € pour voir du panda, je n'en vois pas. Ça veut dire que l'animal n'a plus le statut d'un être sensible avec des besoins physiologiques en tant qu'être avec qu'on doit respecter, mais c'est devenu un produit de consommation. Donc c'est ça qui est envoyé en fait à travers le monde, à travers les zoos, où les enfants ou les adultes voient les animaux et le considèrent comme un produit de consommation, ce qui ne va pas forcément encourager d'aller respecter l'animal dans la nature. Donc en fait, au contraire, j'ai envie de dire, c'est antipédagogique et c'est contre-productif, puisqu'au lieu de dire il faut aller vers comme disait Théodore Monod, une révérence à la nature, c'est-à-dire un respect de l'animal, finalement on va dire regardez, l'animal c'est un produit de consommation comme les autres. Man muss akzeptieren heute in einem Zoo. Dans un zoo où une grande variété d'animaux est représentée, il faut savoir accepter que certains de ces animaux ont parfois besoin de se retirer. D'ailleurs, tous les animaux ne se cachent pas en même temps et pas sur la même durée. Pour moi, la meilleure des pratiques consiste à respecter cela. Nos enquêtes auprès du public montrent que la majorité des visiteurs l'acceptent très bien. Quand on sait que le bien-être des animaux nécessite des conditions précises et un certain espace vital, alors on accepte de ne pas forcément les voir tout le temps. La philosophie a été hantée depuis ses débuts par la métempsychose, par l'idée de réincarnation. À partir du moment où on peut envisager qu'un animal qu'on mange est la réincarnation d'un grand-père ou d'un oncle, on se contente à ne plus pouvoir manger de viande. Il ne faut pas voir l'âme des bêtes de façon gnangnan et bêtasse. L'âme des bêtes, c'était véritablement les vitalistes qui étaient de ce côté-là, ceux qui considéraient qu'il y avait une spécificité du vivant, que le vivant ne pouvait pas être pensé sur le modèle de la machine, que ça surabondait d'autres choses. Descartes, je crois, a voulu surtout endiguer la croyance à une âme animale. Et il a conçu ce modèle de l'animal-machine qui a eu des répercussions certainement très graves. L'essentiel, c'est qu'on sépare complètement l'âme humaine, la mens, la raison, des âmes animales. À la fois, ça fait faire des grands progrès aux sciences, à la connaissance. En même temps, ça a aggravé l'opposition entre les hommes et les animaux de façon tout à fait catastrophique. Moi, je suis très, très intéressée par Heidegger, mais sur les animaux, il a vraiment tout manqué. Je pense que beaucoup des aberrations de Heidegger viennent du fait qu'il n'a pas voulu que le Dasein, que la réalité humaine puisse être le moins du monde de l'animalité. Et voilà, ça l'a conduit à l'insensibilité qu'on sait par rapport à un certain nombre de choses, en particulier par rapport à l'extermination des Juifs. À la base, un zoo, c'est un compromis. Nous ne pouvons évidemment pas remplacer la nature à l'état sauvage. Ce que nous pouvons faire, et c'est notre responsabilité, c'est d'offrir aux animaux un espace artificiel où ils peuvent exprimer leur comportement naturel. Une espèce sans son espace, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que quand on emmène des gens, je vais prendre un enfant qui regarde un ours polaire, il va voir l'ours polaire, effectivement, il va voir physiquement l'ours polaire, il va éventuellement sentir, il va être éclaboussé éventuellement, mais il ne va pas voir un ours polaire avec son milieu. L'ours polaire, par exemple, chasse le phoque, évidemment, en captivité, ça va être difficile. Il vit sur une banquise, il n'y a pas les températures, il n'y a pas le milieu,
il n'y a pas le substrat qui correspond à son milieu. Pour apprendre à connaître un animal et pour avoir envie de l'aimer et de le protéger, je crois qu'il faut avoir eu l'occasion de le voir. Un enfant qui a pu observer un ours polaire à travers une vitre se rend compte de sa taille. Il l'a vu nager, il l'a éventuellement vu lorsqu'on le nourrit, et il repartira sans doute avec une impression qui le marquera durablement. Il saura que l'ours est un mammifère imposant et que c'est un habitant de la Terre, au même titre que les humains. Vous avez des animaux qui sont pleins de troubles du comportement. Donc vous avez des ours polaires qui vont faire des allers-retours, qui vont balancer inlassablement leur tête, ce qui est la preuve d'une souffrance chronique. Mais que va apprendre l'enfant en voyant ça? Qu'un ours polaire, ça se balance et que ça fait des allers-retours incessants. Et il n'apprend rien de l'ours polaire. J'ai envie de dire, il voit une ombre. Les associations de défense des animaux le réclamaient depuis bon nombre d'années. C'est désormais chose faite. Depuis le 15 avril dernier, un amendement au Code civil donne à nos bébêtes chéries la qualité d'êtres vivants doués de sensibilité. Car jusqu'alors, elles étaient considérées comme de simples meubles. Même si elle ne va pas changer fondamentalement le droit, on peut espérer quand même une évolution de la considération de l'animal en tant qu'être vivant. Amender le Code civil est purement symbolique. Car au niveau du Code pénal, il existe plusieurs articles visant à protéger les animaux de toute forme de maltraitance, abandon, cruauté ou sévices. Il y a essentiellement 3 catégories d'infractions au niveau des contraventions. La mort involontaire d'un chien qui traverse la route par un automobiliste qui a perdu un peu le contrôle de son véhicule et qui a roulé trop vite. C'est une contravention de 3e classe. Les mauvais traitements volontaires qui sont une contravention de 4e classe. La mort volontaire d'un animal domestique entre dans les contraventions de 5e classe. Qui dit contravention, dit amende, entre 750 et 3000 €. On rentre dans la catégorie des délits que lorsqu'il y a un acte de cruauté ou un sévice grave qui à ce moment-là est passible de sanctions bien plus lourdes et d'emprisonnement. Et cela peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Comme ce jeune Marseillais condamné en février dernier à 1 an de prison ferme pour avoir lancé un chat contre la façade d'un immeuble. Enfin, côté allemand, le Code civil distingue l'animal des objets depuis 1990 déjà. En outre, en 2002, la loi fondamentale, l'équivalent de notre Constitution, a été amendée et assure désormais la protection des animaux. De nos jours, les zoos ont une fonction éducative, mais ce sont également des centres de préservation des espèces. C'est ainsi que nous concevons notre rôle en tant que zoo. Et cela se passe à 2 niveaux. Le premier niveau est la préservation en dehors de l'habitat naturel. C'est ce que nous appelons la préservation ex situ. Nous mettons en œuvre des programmes de préservation et d'élevage par le biais de coopérations nationales et internationales avec une métapopulation d'animaux que les zoos s'échangent à des fins de reproduction pour avoir une population stable et saine. Le deuxième niveau, qui a énormément gagné en importance ces 15-20 dernières années, c'est celui de la préservation in situ, c'est-à-dire en milieu naturel. Et cela tient compte également des difficultés rencontrées par les animaux dans leur habitat naturel. Les zoos s'impliquent de plus en plus dans les projets de préservation sur le terrain. On est en train de créer entre guillemets une sous-espèce, ce sont des animaux de zoo, puisqu'aujourd'hui on construit cette idée, l'idée des zoos, c'est de dire on va garder un patrimoine génétique de ces animaux en captivité et éventuellement peut-être un jour, si on peut, les remettre dans la nature.
Alors on a l'hypothèse, 1, que leur milieu soit restauré, 2, que les populations locales les acceptent. Ensuite, c'est aussi une hypothèse que le patrimoine génétique n'a pas dévié, ce qui globalement est assez hypothétique puisque les animaux sont imprégnés d'une présence de l'homme, donc de par cette imprégnation, il y a une dérive génétique au niveau des comportements, il y a une dérive génétique aussi au niveau des gènes, c'est-à-dire qu'il y a une consanguinité qui se fait indéniablement année après année. Donc aujourd'hui, dire qu'on va réintroduire des animaux dans la nature, c'est que des si, et globalement, ça ne tient pas. Dans les zoos gérés de manière scientifique, les populations d'animaux sont avant tout destinées à montrer la diversité biologique de notre planète et à transmettre un savoir, grâce aux différents moyens pédagogiques dont nous disposons. Les zoos ont une fonction d'ambassadeur. Ils développent des programmes d'élevage pour préserver des animaux dont il ne reste souvent, à l'état sauvage, que des populations réduites, quand elles ne subsistent pas exclusivement en captivité. Les zoos constituent des populations de réserve, destinées à être réintroduites à long terme. Plusieurs exemples prouvent que la démarche fonctionne très bien. Il y a eu des échecs, mais c'est l'objectif. Des mythologies grecques, égyptiennes ou romaines à la Bible, en passant par les contes des frères Grimm ou les fables d'Ésope et de La Fontaine, les animaux sont là, le plus souvent, pour tendre un miroir à la société des hommes. On attribue en effet des caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme les dieux ou les animaux. Ainsi, dans le tableau du peintre italien Véronèse, Mars et Vénus liés par l'amour, le cheval est une allégorie de la vanité sexuelle. Dans le conte fantastique La Belle et la Bête, à nouveau adapté au cinéma cette année, la Bête, qui retient prisonnière la Belle dans son château, est un prince transformé en monstre en raison de son orgueil, l'un des 7 péchés capitaux. Tout ce qui est ici m'appartient. Vous parlez comme n'importe quel homme. C'est assez décevant. La métaphore animale est bien sûr aussi une source d'inspiration des dessins animés, notamment ceux de Walt Disney. Dans ce domaine, la firme américaine aura marqué très tôt son territoire, en imposant le raisonnable et moralisateur Mickey. Ou le tête en l'air et colérique Donald, dont les travers sont équivalents à ceux des hommes. Le succès est tel qu'aujourd'hui au cinéma, on ne sait plus s'il est question de l'animalisation des hommes ou l'inverse, comme dans la comédie Mon beau-père et moi avec Robert De Niro. Oh, sorry. On est toujours très loin des besoins physiologiques de l'animal. Quand on sait qu'un éléphant a besoin de faire 17 km de marche, besoin de se baigner 2 heures par jour, etc. et d'avoir une harde de plusieurs dizaines d'individus, même en zoo-immersion, on ne retrouve pas ça pour l'éléphant. L'ours polaire, même en zoo-immersion à Valence ou autre, il ne retrouvera pas son climat polaire parce que ce n'est pas du tout adapté à un climat polaire. Le XXIe siècle nous confronte à des problèmes de plus en plus graves en matière d'environnement. On parle notamment beaucoup de changement climatique. Tout cela aura nécessairement des conséquences. Et dans ce contexte, notre devoir est de préserver la diversité biologique de notre planète. Si nous n'avions pas de zoos, il faudrait les créer aujourd'hui pour dire au public « Voici un être vivant qui mérite que nous nous intéressions à lui et que nous fassions le nécessaire pour le préserver. » The animals. Why are they innocent? Because they still live as they did in the garden. Yes. And we need to save enough of them to start again. But what of us? I guess we get to start again too, in a new and better world. But first. Le fait de vouloir préserver dans les zoos comme une sorte de pis-aller par rapport à la nature, quand je parle de préservation, c'est bien justement dans la nature, parce que les zoos font de la conservation, pour ne pas dire de la conserverie. Le zoo le plus ancien au monde s'appelle le Tiergarten Schönbrunn et il est viennois. Il a ouvert ses portes en 1752. À l'époque, il était doté de 13 cages. Depuis, ce sont plus de 600 espèces qui le peuplent. Le zoo Red-Matcombs, au Texas, ne comporte que 20 espèces, mais il est en superficie le plus grand du monde, avec 12 000 hectares. Quant au zoo qui détient le record en nombre d'animaux, soit plus de 17 000 bébêtes, c'est à Berlin que vous le trouverez. Comptabiliser le nombre exact de zoos est un véritable casse-tête. En Europe, il y en aurait 3 500.
l'Allemagne en compterait 600, dont 200 officiellement répertoriés. La France, 900, dont un tiers est reconnu par le ministère de l'écologie. Côté visiteurs, si l'on se base sur le chiffre des 600 zoos allemands, alors ils sont 65 millions à passer le bonjour chaque année aux animaux. En France, les 300 zoos officiels attirent quant à eux 20 millions de petits curieux. 50, c'est le nombre d'espèces que vous ne trouverez plus que dans des zoos. L'Association européenne des zoos et des aquariums chapeaute 189 programmes de reproduction des espèces menacées. Pour autant, ce sont chaque année entre 3000 et 5000 animaux euthanasiés afin d'éviter toute consanguinité. Il y a eu une évolution, c'est indéniable, depuis notamment la directive ZOO de 1999, où il y a eu des améliorations, mais d'un point de vue de l'éthique, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on est toujours sous l'éthique de l'animal qui est un produit de consommation. On va toujours consommer un animal, et la question qu'on a mis d'ailleurs dans le livre qu'on a publié, il y a un peuple indigène qui s'appelle, un des peuples indigènes les plus en danger au monde, c'est le peuple Jarawa qui se trouve dans l'océan Pacifique. Si on prenait exactement les mêmes arguments qui sont soi-disant si merveilleux, qui permettent effectivement aux animaux d'être préservés, qui permettent aux gens de découvrir, qu'est-ce qui aujourd'hui empêcherait de prendre un peuple Jarawa, un peuple indigène en danger, et de les mettre en captivité ? Et aujourd'hui, tout le monde dirait « Ah non, c'est au scandale ». Donc on voit bien que la vraie problématique, c'était un problème éthique, un problème moral, et non pas forcément un problème de l'individu. On accepte ce qu'on fait à l'animal, ce qu'on n'accepterait pas aux humains. On sait, par des travaux scientifiques tout à fait sérieux, que les animaux sont capables non seulement d'éprouver de la souffrance, mais d'avoir conscience de cette souffrance. Il y a un mot que je n'aime pas du tout, c'est le mot d'empathie. Je déteste ce mot, qui est employé beaucoup aujourd'hui. L'empathie, bon, qu'elle existe de nous aux animaux, des animaux vis-à-vis de nous, mais ce n'est pas avec ça qu'on fait un monde. Et pour faire un monde juste, ce qui est le plus important, il faut du droit. Il faut de la politique et il faut du droit. Les animaux ont pris une place, puisque récemment, on vient de déclarer qu'il fallait maintenant considérer les animaux, bien qu'ils restent dans la catégorie des biens, comme des êtres vivants sensibles. À partir du moment où on les considère comme des êtres vivants sensibles, le problème de la façon dont on les traite se pose, et ça peut aller extrêmement loin, parce que ça peut aller jusqu'à l'interdiction des élevages industriels, par exemple. Nous appartenons à l'espèce animale, un animal n'appartient pas au genre humain. C'est pour ça qu'il est très important qu'une catégorie intermédiaire entre les biens et les personnes soit créée pour placer les animaux. Le zoo de l'avenir sera un centre de préservation et une institution à vocation éducative et récréative. Nous devons aller dans ces deux directions. Ce zoo de l'avenir ne montre pas uniquement les vertébrés. Il montre également des invertébrés, des coraux par exemple. Il se place au-dessus des classes biologiques. Il montre des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, etc. Les animaux vivent dans les meilleures conditions possibles. Dans le même temps, ce zoo dispose d'un programme de préservation des espèces et, en partenariat avec les organisations de terrain, il œuvre dans le monde entier à la sauvegarde des espèces et des milieux naturels pour les générations à venir. À terme, oui, je pense qu'il est nécessaire de fermer tous les zoos par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Aujourd'hui, on pourrait imaginer de transformer certains zoos en parcs de sauvegarde in situ, c'est-à-dire ici, par exemple, pour le grand hamster d'Alsace, pour le tétra en Alsace, par exemple. On pourrait imaginer pour le lynx, etc., mais dans des structures qui sont fermées au public. Ça, c'est essentiel, notamment pour pas qu'il y ait cette imprégnation humaine, et des animaux qui sont dans leur milieu naturel. D'un point de vue philosophique, il est assez évident que si l'homme n'était pas ce qu'il est, s'il vivait en harmonie avec les animaux et avec la nature, comme au paradis originel,
alors nous n'aurions pas besoin des zoos. Square, à voir, à revoir sur Arte+.